Donc bonjour à tous, merci d'être là. Ce que moi je vais vous dire au départ, c'est de me présenter. Je suis Marie Cadiou, je suis en reprise d'études sur le Master RH actuellement et sur l'idée de Simon de travailler sur l'ESS, on a décidé de monter cette conférence et effectivement c'est bien tombé avec le planning et le congrès de l'ADERS. Donc je suis très heureuse d'être là avec vous ce soir. Pourquoi l'ESS? Tout simplement parce qu'on avait envie de la faire connaître et c'est comme ça qu'est née l'idée de ce projet, de faire connaître l'ESS aux étudiants notamment. Et donc voilà, donc je voulais aussi remercier la présence des étudiants ce soir. Un petit point sur le déroulé de la conférence. Je ne vais pas garder la parole très très longtemps puisque le but c'est surtout de pouvoir faire intervenir nos trois intervenants. On va démarrer par un petit tour de table, donc je laisserai la parole à Thibaut pour mon co-animateur pour qu'il puisse se présenter en quelques mots. On vous laissera ensuite la parole tous les trois pour que vous puissiez vous présenter. Et ensuite, on vous posera, on a 3 questions. L'idée, c'est d'être assez large sur les questions qu'on a choisies pour vraiment faire découvrir l'ESS à l'ensemble de la salle et de pouvoir échanger sur les enjeux de l'ESS pour la partie enseignants, chercheurs qui sont également avec nous ce soir. Voilà. Et puis il y aura un petit temps d'échange, questions-réponses, si bien sûr dans la salle vous avez des questions à poser à nos intervenants ce soir. Et on finira par un petit cocktail en clôture du coup de cette journée. Voilà. Je te laisse la parole, Thibaut. Merci beaucoup. Alors déjà, je remercie Jocelyn de m'avoir invité. Rapidement, je me présente et vous comprendrez pourquoi Jocelyn m'a demandé de co-animer avec toi cette conférence. Alors, je suis enseignant-chercheur dans une école de commerce à La Rochelle. La Rochelle, à côté, on a le monde des mutuelles à Niort, notamment tout ce qui est Maïf, Massif, Matmut, ainsi de suite. Donc, un territoire très emblématique par chez nous, puisque, par exemple, Niort, c'est 60 000 habitants. Il y a à peu près 20 000 salariés qui travaillent dans les mutuelles ou autour des mutuelles. Et puis, j'habite à Poitiers, puisque c'est merveilleux, j'aime bien mettre ça en avant. On a un petit futuroscope qui marche pas mal. Mon autre activité, c'est que je suis aussi président d'une plateforme de financement participatif qui s'appelle J'adopte un projet, qui est sous statut associatif. On doit être 2-3 plateformes en France sous statut associatif, en concurrence directe avec des plateformes beaucoup plus capitalistiques. Et on a eu une dynamique avec une fusion des régions. On est une région très très grande, donc avec 4 salariés à manager à Poitiers, Bordeaux et Limoges, puisqu'on est sur des sites éclatés. Et avec ces enjeux, entre guillemets, d'économie sociale et solidaire, comment on essaye d'être carré dans nos bottes sur nos valeurs, sans précariser nos salariés, pour autant avec des modèles économiques un peu compliqués, puisque souvent on va sur des secteurs d'activité qui ne sont pas rentables, mais on va dire sociétalement qui sont importants. Et puis aussi, je vais profiter de ce qu'on fait au quotidien, entre guillemets, pour publier sur ces thématiques-là. Donc je publie beaucoup sur tout ce qui est mode de financement alternatif. Donc en économie sociale et solidaire, on appelle ça la finance solidaire. Dans le milieu académique, pour être un peu plus ouvert, on va plutôt appeler ça la finance responsable, ça fait un petit peu mieux. Et donc on va essayer de pouvoir côtoyer un petit peu ces deux mondes-là. Donc moi je côtoie régulièrement, c'est pas toujours facile, mais pour autant je pense que les chercheurs ont beaucoup de choses à apporter, mais nous aussi on a beaucoup de choses à apprendre de ce que vous faites dans vos organisations. Et donc c'est pour ça que je me permettrai des fois peut-être de vous interpeller, puisque le quotidien je le connais très très bien, notamment sur des financements FEDER, des choses comme ça, des trucs hyper compliqués. Et donc ça me permettra peut-être de vous pousser un petit peu à dire pas la vérité, mais être un petit peu réaliste aussi par rapport à nos structures qui sont merveilleuses, mais qui des fois aussi sont un peu compliquées. Voilà, je laisse la parole aux autres intervenants. On va vous laisser du coup intervenir pour vous présenter. Allez-y, je vous laisse commencer. Bonjour à tous, donc voilà, je me présente, je suis Hervé Barraud. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'ESS, mais il y a une dizaine d'années, donc j'ai créé une entreprise qui est une entreprise adaptée. Et je suis là, en fait, une entreprise adaptée. Après, je vais vous expliquer
ce que l'on fait. Je suis là en fait pour vous donner mon expérience, vous dire ce que l'on vit au quotidien et ce qu'on essaye de mettre en place justement sur ce sujet-là. Alors c'était en 2009, donc on a créé, j'ai passé une vingtaine d'années dans un grand groupe et j'ai souhaité en fait donner un autre sens à ma vie professionnelle. Et donc en créant cette entreprise adaptée, on a créé deux activités, qui est une activité de dématérialisation de documents, une activité de routage. Donc on est une entreprise, on va dire, classique, mais on a la spécificité en fait de le faire avec des personnes en situation de handicap. Donc ils sont à la fois éloignés de l'emploi de par leur handicap et qui ont malheureusement plus la possibilité d'exercer en fait leur métier initial. Parce qu'une entreprise adaptée, c'est un tout petit peu différent d'un ESAT. Ce sont des gens qui ont eu, on va dire, qui ont fait des études, qui ont eu une vie professionnelle et qui, à la suite en fait d'un accident de vie, ne peuvent plus aujourd'hui exercer leur métier. Et donc je trouvais plutôt sympa, parce que moi j'avais eu une vie professionnelle plutôt agréable, à mon tour de donner un petit coup de pouce en fait aux rencontres qu'on allait faire en fait en créant cette structure. On vous l'expliquera, enfin je vous l'expliquerai un peu après, mais en fait vous verrez, en fait, j'ai dit numérisation de documents, enfin dématérialisation et routage, mais par rapport à l'ESS, en fait, on fait toujours le même métier, mais plus de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, nos activités ont évolué avec les rencontres. Donc ça, peut-être qu'on en parlera aussi tout à l'heure par rapport aux valeurs. Voilà, aujourd'hui, on est une dizaine de personnes, mais d'ici fin 2019, on va donc continuer à recruter. On espère être une vingtaine de personnes, en fait, sur la région. J'ai également aussi, puisqu'on parle d'entreprise adaptée, j'ai aussi la présidence d'un GIE, d'entreprises adaptées, donc là sur différents métiers, sur la gestion des déchets, sur la reprise de parcs informatiques, etc. Enfin, il y a un certain nombre d'activités. Voilà ce que nous faisons en fait au quotidien. Okay. Voilà. Merci beaucoup Hervé. Je vous laisse la parole, Boël. Alors, bonsoir, moi je m'appelle Boël, je travaille pour une association qui s'appelle Intermade. C'est un incubateur d'innovation sociale, donc on accompagne les entrepreneurs avec des projets à impact social, environnemental ou de développement durable. De l'idée vraiment jusqu'au lancement, on a des programmes qui peuvent aller de la modélisation jusqu'au stade d'accélération. Et moi je suis très très contente d'être ici aujourd'hui parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais moi je suis un pur produit d'Aix-Marseille Université. Je suis arrivée il y a 8 ans et je ne suis pas repartie. J'ai vraiment adoré et cette ville, en tout cas Marseille, me plaît bien. Et du coup, travailler dans l'économie sociale et solidaire à Marseille, pour moi, ça a un grand sens parce qu'on est dans une ville où on a quand même pas mal de retard sur pas mal d'aspects. J'ai l'habitude de dire, en travaillant avec d'autres incubateurs au niveau national, qu'on a 20 ans de retard et du coup, il y a des choses à faire, il y a des choses à développer. Et Intermade est là pour soutenir tous les entrepreneurs, toutes les entreprises qui ont envie de répondre à des besoins sociaux peu couverts ou pas couverts du tout. Voilà. Merci beaucoup. Wilfried. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Wilfried Menet, je suis avocat au barreau de Marseille et j'interviens essentiellement depuis une quinzaine d'années sur le secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc avocat de droit des affaires, mais dédié aux différents acteurs, aux différentes formes. On pourra le voir tout à l'heure, hein, les associations, mais également les coopératives ou les fondations et fonds de dotation. Donc ça, c'est mon métier principal. Mais j'ai également une autre casquette, celle d'universitaire également, puisque je suis maître de conférences associé à Aix-Marseille Université, à la faculté de droit, et plus particulièrement à l'Institut de droit des affaires, puisqu'on a créé, il y a déjà quelques années, en partenariat avec la RESPACA, un diplôme d'études supérieures universitaires de droit et de fiscalité de l'économie sociale et solidaire, et on le verra aussi, hein, pour le besoin de reconnaissance de l'économie sociale et solidaire, on a souhaité le loger à l'Institut de droit des affaires, qui est un institut qui est plutôt réputé pour du droit bancaire, pour du droit des sociétés, pour les FUSAC et autres choses, mais pas trop pour l'économie sociale et solidaire. Et en tout cas, nous, on souhaitait vraiment être présent auprès de ces étudiants-là. Ça fera partie peut-être d'une des questions qu'on évoquera tout à l'heure. Et donc, j'interviens vraiment du soir au matin et 365 jours par an,
66 des fois, ça dépend des années, sur le secteur de l'économie sociale et solidaire, et bien sûr des engagements associatifs assez forts, notamment celui d'accompagner certains porteurs de projets qui souhaitent démarrer une collecte de mécénat et qui n'ont pas forcément les capacités financières et organisationnelles pour créer des fonds de dotation ou des fondations. On a créé avec certains militants un fonds de dotation abritant sur Marseille et on couvre, entre guillemets, des projets qui après créent leur propre structure ou pas, mais en tout cas on les accompagne et on les acculture à la problématique du mécénat qui est un des moyens de financement de l'économie sociale et solidaire. On le verra également plus tard. Voilà. Je repasse le micro. Merci beaucoup. Je vais vous donner un deuxième micro, ce sera plus simple pour les échanges. Je vais juste lancer la première question. Voilà, donc la première question qu'on voulait se poser, qu'on voulait vous poser ce soir, c'est quelles sont les valeurs qui caractérisent selon vous une entreprise de l'ESS? Qui se lance? Oui, alors... Oui, je suis une entreprise. Quelques valeurs comme ça que je vais, on va dire, citer, puis après peut-être développer un peu. C'est, on va dire, la bienveillance, l'adaptabilité, la confiance, l'innovation, le respect. Voilà quelques valeurs qui me viennent comme ça rapidement à l'esprit. Pourquoi alors encore une fois par rapport à mon activité, respect, bienveillance, parce que je pense que encore une fois les gens avec qui on travaille, je pense que c'est très important en fait aujourd'hui de les considérer aussi. Enfin ça aussi c'est parce que c'est une remise en question, une remise à niveau. Ils repartent, ils réapprennent en fait un nouveau métier. Il faut qu'ils fassent le deuil en fait de leur métier précédent. Donc voilà, il faut être un peu respectueux de ça. La confiance, parce que enfin, à mon sens, c'est la valeur la plus importante pour différentes raisons. Parce qu'on a aujourd'hui un mode, enfin, on en a un mode de management qui est un petit peu différent peut-être de toutes ces années précédentes, qui est un peu moins directif, qui est plutôt participatif. Et puis, alors, ça, on a ça quand même dans notre ADN, c'est-à-dire qu'en fait, on manage, il y a des gens qui managent de manière plutôt directive, mais bon, moi, je l'ai jamais, même dans les grands groupes, je ne le faisais pas. Et puis aussi, alors, on a eu cette discussion-là, peut-être pas par obligation, mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je fais confiance en fait aux gens avec qui je travaille. C'est-à-dire que je peux pas être, en tant que TPE-PME, je peux pas être en fait ici, je peux pas être à l'atelier. Donc il faut bien qu'on fasse confiance aux gens avec qui on travaille. Et en leur donnant cette confiance par rapport à la gouvernance, on arrive aujourd'hui à des résultats formidables. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure, ils réapprennent un métier, et quand on n'est pas là, eh ben, il y a une auto-formation qui se fait, ils travaillent en groupe, et du coup, bah, j'allais dire, c'est tout bénéfique pour l'entreprise. Enfin, et ça nous laisse le temps nous d'aller chercher peut-être d'autres marchés, d'autres activités. Donc la confiance, pour moi, c'est l'une des valeurs les plus importantes. Je n'ai pas peut-être... complétez vos propos. Sur la confiance, je suis d'accord, mais je pense que vous avez déjà dit pas mal de choses. Moi, ce qui me viendrait à l'esprit de manière assez spontanée, c'est pas vraiment une valeur en soi, mais c'est plutôt une caractéristique, c'est l'ancrage à plusieurs niveaux. Ancrage historique. Alors peut-être pas croire que l'économie sociale et solidaire, c'est une tendance milléniale de quelques années. C'est une vieille économie aussi. Elle est aussi vieille que l'économie capitalistique moderne, de la première ou deuxième révolution industrielle. C'est déjà à ce moment-là que les sociétés coopératives, dans les années 1840, 1850, ont commencé à apparaître. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de post-68 art non plus. Hein. On est loin dans l'économie sociale et solidaire uniquement sur les pulls tricotés main et les fromages de chèvre dans le Larzac. S'il y a encore des chèvres dans le Larzac, je sais pas.
Je suis pas allé voir. Donc ancrage historique. Donc c'est vraiment une économie qui a des valeurs historiques profondes, avec une diversité aussi historique, puisqu'il n'y a pas une histoire, et c'est ça qui est intéressant, puisque vous avez plusieurs familles. Donc les associations ont leur histoire, les mutuelles en ont une aussi, puisque c'est les premières à s'être structurées vraiment en France. Les coopératives, on n'en parle pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fort, et cette diversité d'histoire fait des fois qu'il y a des querelles de clochers. Ce qui est un peu négatif pour l'économie sociale et solidaire, mais en tout cas ça enrichit beaucoup le débat et les expériences. Ancrage local aussi, puisque l'économie sociale et solidaire c'est de l'immédiateté, c'est pas des choses qu'on a de manière financiarisée, externalisée, ça peut le faire, mais la plupart du temps c'est quand même assez local, ce qui explique aussi pourquoi il y a un attrait, puisqu'on peut difficilement délocaliser du service à la personne. Votre travail, ça serait difficile de l'envisager avec une plateforme dans un autre pays à coût réduit, salarialement parlant. Donc ça, c'est aussi un attrait. Et puis je dirais, bien sûr, c'est l'ancrage humain, puisque les relations, elles sont là. Et autre point important, et vous l'avez dit, c'est l'innovation. L'économie sociale et solidaire, c'est une innovation sociale depuis le début. Actuellement, des thématiques comme le handicap, s'il n'y avait pas eu des associations dans les années 50, 60 de parents d'enfants handicapés pour se dire, tiens, c'est quelque chose d'important, il faut bien traiter ces gens-là, il faut les accompagner, ça ne serait jamais devenu le sujet qu'on connaît maintenant, ça ne serait pas devenu une cause nationale, et on peut le dire de la santé, on peut le dire de l'exclusion, on peut le dire du droit des femmes, enfin on peut le dire de plein de choses, et ça, c'est le monde de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle ESS ou pas, peu importe. Mais c'est surtout le monde associatif qui a porté tout ça et qui l'a imposé, entre guillemets, à force de combat au monde capitalistique, si on peut faire cette distinction. Voilà. Donc moi, je retiendrai innovation et puis et ancrage. Moi, en tant que chargée d'accompagnement des entreprises de l'ESS, j'anime un module qui s'appelle « Se situer dans l'ESS ». Et à chaque fois, je leur fais faire le travail de me dire, quand je leur dis ESS, quels sont les mots qui leur viennent à l'esprit. Et ils me disent plein de mots, bienveillance, confiance, humain, etc. etc. Et ce que j'essaye de leur montrer à la fin de la demi-journée, c'est de leur dire, en fait, les valeurs que vous mettez, tous les mots que vous mettez derrière l'économie sociale et solidaire, que vous êtes venu chercher, parce que souvent on a des personnes qui ont eu une vie professionnelle par ailleurs et qui viennent créer une entreprise dans l'économie sociale et solidaire parce qu'ils veulent être en rupture avec ce qu'il y avait. Toutes ces valeurs-là, il faut que ça se transcrive de manière opérationnelle. Et pour moi, l'ESS, c'est la transcription, en tout cas de ces valeurs en gouvernance, de ces valeurs en ancrage territorial, de ces valeurs dans le modèle économique et dans la manière dont le résultat sera partagé. Et tout ça est mis sous chapeau d'une utilité sociale, environnementale, de développement durable. Voilà ce qui, pour moi, constitue une valeur que l'on va mettre derrière différents mots et qui va représenter pour chaque personne à un certain moment de sa vie quelque chose, un mot, une définition, et puis on les met de manière opérationnelle à travers un modèle économique, un ancrage territorial et une gouvernance. Alors, juste avant de poser la deuxième question, je vais juste compléter un petit peu. Vous ne l'avez pas dit, mais moi je vais me permettre un peu de le dire. Souvent, l'économie sociale et solidaire, c'est être militant pour une cause. Souvent, vos générations, il ne faut pas dire le mot militant, idéologie, ainsi de suite. Souvent, il y a une connotation négative là-dessus. Pour autant, on peut militer pour des causes sans pour autant... ces causes peuvent être tout à fait diverses. Donc, on parle beaucoup d'engagement. Et souvent, l'économie sociale et solidaire, c'est quand on s'aperçoit que notre quotidien, pour des idéaux, souvent... on va dire ça nous interpelle, ça ne nous convient pas, on va avoir l'opportunité via ces statuts-là, entre guillemets, d'œuvrer pour faire ça différemment. Donc vos générations, on parle beaucoup d'engagement pour des causes, surtout sur tout ce qui est environnemental, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, mais indirectement, c'est vrai qu'historiquement, on a eu quand même beaucoup de militants, notamment dans le monde associatif, le droit des femmes, l'avortement, ainsi de suite et tout, qui ont beaucoup œuvré historiquement, et ça date de la première révolution aussi industrielle avec la situation des salariés, ainsi de suite, donc ça reflète tout à fait ça. La deuxième question qu'on souhaitait vous poser, alors c'est un vrai débat puisque moi j'y crois beaucoup, on va dire sur du moyen terme, mais sur du court terme des fois c'est un peu compliqué à mettre en place. C'est comment voyez-vous l'avenir de l'économie sociale et solidaire dans l'économie française et dans l'économie mondiale. Sur du moyen terme, on sait qu'on doit faire différemment. Alors là c'est le prof d'économie qui parle. On sait que nos modèles économiques sont de toute façon dépassés.
de toute façon, rien que pour l'impact environnemental, on sait que la société de consommation actuelle va être problématique, donc on sait qu'on doit changer. Donc l'économie sociale et solidaire est une alternative, puisque tout ce qui est circuit court, tout ce qui est écologie, environnementale, ainsi de suite, on sait que c'est quand même ces réseaux-là qui ont initié des dynamiques importantes. Pour autant, sur du court terme, c'est pas toujours facile d'initier ça, pour plein de raisons. Donc on vous laisse la parole. Vous serez obligés de répondre tous. Ouais, ça. Comme ça va libérer un peu. Ouais, voilà. Bon, l'avenir, alors déjà, en France et à l'international. Donc, point important, il y a une vision française de l'économie sociale et solidaire qui n'est pas forcément partagée par nos voisins. Et on peut dire même que jusqu'à présent, mais les choses vont évoluer aussi dans l'avenir, au niveau européen, il y avait deux visions, une vision, je dirais, continentale et une vision anglo-saxonne. Vision anglo-saxonne qui a imposé, en fait, qui a été une des causes de cette loi Hamon de 2014, qui a fait rentrer dans la grande famille de l'ESS une nouvelle catégorie qui est l'entrepreneuriat social. Avant 2014, dire qu'on était une société commerciale et vouloir toquer à la porte d'une chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire, on nous dit non, vous êtes trompés, la CCI c'est en face. Parce que nous, c'est les associations, les fondations. Alors ça, c'est un travers très français au niveau du droit, hein, l'étiquette. C'est-à-dire que la définition de l'ESS jusqu'à présent, c'était si vous avez une forme juridique, vous êtes de l'ESS. Les anglo-saxons, pour faire la différence, c'est la finalité. Une société, je caricature, une société anonyme introduite dans un marché boursier peut être d'économie sociale et solidaire. Bon, ça va être un exemple très caricatural. Mais eux, peu importe la forme juridique, ce qui compte, c'est l'objet, les moyens mis en œuvre et la finalité. Donc ils ont cette vision-là qui est très pragmatique, hein, et je ne dis pas qu'elle est meilleure ou moins bonne que la nôtre, c'est pas ça, elle est différente. Donc eux ont beaucoup eu d'influence, contrairement à ce qu'ils croyaient, les Anglais, hein, puisqu'ils ont quand même pas mal influencé sur le développement du droit communautaire, ça va se tarir un petit peu dans les années à venir. Donc déjà, il y a cette vision-là. Alors après, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, je ne sais pas comment ça va se développer. Je sais que depuis une quinzaine d'années, l'évolution est incroyable. Du social business, c'est quand même quelque chose qui prend des dimensions impressionnantes aux États-Unis, en Angleterre et dans les pays anglo-saxons. Chez nous, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a toujours ces querelles de clochers, et puis cette divergence, et puis cette grande volonté quelque part qui est un peu dangereuse de vouloir tout mélanger entre, d'une part, alors c'est vrai que c'est un peu la thématique aujourd'hui, et puis c'est un peu la nôtre aussi, de la RSE et de l'ESS, qui sont des choses qui peuvent converger mais qui ne sont pas identiques. D'un côté, vous avez quelque chose qui est issu du monde capitalistique, et c'est pas un gros mot hein, quand je dis capitalistique, puis de l'autre, une vision différente de l'économie sociale et solidaire, enfin de l'économie tout court, qui est portée par l'ESS. Ça converge à un moment donné. La loi Pacte, quelque part, et beaucoup de structures de l'ESS l'ont dit, a tendance à vouloir tout mélanger. Alors moi, je trouve que ça, c'est un vrai danger, parce que la différence permet de s'enrichir mutuellement. Si on dit que tout le monde fait la même chose de manière un peu floue, bah on va diluer les principes, on va diluer les valeurs, et il n'y aura aucun intérêt. Donc pour moi, c'est le vrai danger. Et je pense qu'il faut par contre libéraliser un peu plus l'économie sociale et solidaire, lui laisser plus de perspectives, éviter de créer trop de labels, des ESUS, des ESS, des sociétés à objets étendus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on part de loin au niveau de l'ESS. Il y a 15 ans, vous auriez dit l'ESS c'est quoi ? Bah, personne n'aurait dit, je sais pas. Moi, quand j'ai commencé à travailler là-dedans, j'ai dû expliquer, puis dire que les associations, mais il y a de l'argent là-dedans. Voilà. De là à expliquer que 10% du produit intérieur brut, c'est l'économie sociale et solidaire, et qu'un salarié sur 10 est employé par l'ESS, les gens vous disaient, mais non, c'est pas possible, c'est quand même si important que ça. Donc vous voyez, on part de loin parce que les gens connaissaient pas, les choses ont évolué, heureusement, hein, grâce aux acteurs, mais je pense qu'il faut continuer à faire comprendre et à initier, à irriguer tous les secteurs, que l'ESS peut être une solution. C'est pas la solution, ça peut être une solution. Et à ce titre-là, à ce moment-là, on pourra avoir un développement à côté de l'économie capitalistique qui va évoluer aussi, qui sera positif pour tout le monde. Mais je pense qu'il faut préserver les différences. Voilà. Alors, moi, pour les défis, je pense qu'il y avait deux niveaux, en tout cas, si j'ai bien compris. Je pense que les défis aujourd'hui du mouvement associatif, en tout cas, c'est de continuer à se professionnaliser, de structurer un peu plus la manière de faire le travail opérationnel, de structurer un peu plus la manière dont le management des ressources humaines est fait, de structurer un peu plus leur rapport à leur environnement. Je pense que ça fait partie des grands défis que l'économie sociale et solidaire
solidaire on se doit de trouver une réponse aujourd'hui, et je m'inclus dedans. Et sur la partie évolution, moi je pense que, enfin, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'en faisant des interventions dans les collèges, en faisant des interventions dans les lycées, en faisant des interventions via le programme Pépite de l'Université Aix-Marseille, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait des concours de création d'entreprises pour les jeunes, il y a toujours une dimension utilité sociale, utilité environnementale. À mon avis, les prochaines années, on aura beaucoup plus de poids de l'ESS, parce que les gens ont envie de vivre autrement, comme tu as pu le dire, si je peux te tutoyer. Voilà. Donc les gens ont envie de vivre autrement. Sur l'évolution au niveau mondial, moi je maîtrise un peu plus l'Afrique subsaharienne. En Afrique, aujourd'hui, il y a une surchauffe au niveau global de l'économie. On a besoin d'avoir des compétences, on a besoin d'avoir des débouchés, on a besoin d'avoir des gens qui vont venir faire les choses. Déjà, traditionnellement, la plupart des structures qui font des choses au niveau local sont soit des coopératives, soit des associations portées par des femmes ou des jeunes qui veulent changer les choses puisque le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut pour que cela change. Pour moi, aujourd'hui, l'ESS, grâce à l'Afrique et grâce aux nouvelles générations, va prendre une place beaucoup plus importante au niveau mondial puisque, de toutes les façons, dans ces pays-là, il n'y a pas une autre manière de faire. Alors moi je vais revenir un peu plus local parce qu'en fait au niveau mondial moi j'avais noté en fait quelques points, mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle de l'ESS en fait au niveau mondial on pense au commerce équitable, on pense à l'agriculture, aux vacances. À mon avis on est loin au niveau, enfin avant de trouver on va dire un état d'esprit on va dire, parce que je rejoins en fait ce qui a été dit, c'est plutôt une manière d'être en fait. C'est pas voilà il n'y a pas de règle, c'est un comportement, c'est voilà, c'est la manière dont on va dire manager, on va se comporter au quotidien, ce que l'on a envie aussi de transmettre, d'accord. Donc c'est déjà relativement difficile au niveau local, donc au niveau de la France et au niveau international, bon, on peut espérer, on est là pour y croire. Mais voilà, ne serait-ce qu'en termes de... On parlait du management tout à l'heure, le management libéré, on en parle depuis longtemps, mais je veux dire, c'est quand même relativement difficile à mettre en place. Aujourd'hui, les structures ne sont pas forcément prêtes à entendre... donc c'est vrai que... je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, on est heureux d'être là parce qu'on y croit, nous. On y croit. Et je pense que c'est ce que l'on va faire en fait, au quotidien, régulièrement, qui va permettre aujourd'hui peut-être de changer les choses. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a une des entreprises adaptées au sein du GIE qui fait la gestion des déchets. Quand on voit qu'on va fabriquer de l'autre côté de la planète et qu'on ramène ça en France avec des cartons, enfin avec plein de déchets, on ne se pose pas la question en fait. Aujourd'hui, il y a encore trop de structures aujourd'hui qui ne se posent pas cette question-là. Donc je pense que c'est un travail au quotidien des entreprises, on va dire, locales, que ça soit relayé justement par les institutions, par d'autres mouvements, et qui vont peut-être, j'espère, permettre un jour d'avoir des comportements un peu différents et de ne pas laisser une planète pas terrible à nos enfants. Voilà. Je voulais juste rajouter, j'avais oublié tout à l'heure, et c'est fait écho avec les prochaines élections qui vont intervenir, je pense que l'Europe aussi doit s'approprier l'économie sociale et solidaire. Ça n'a pas été trop sa priorité ces dernières années malheureusement, et je pense qu'au-delà, enfin, de l'approprier au-delà des financements, parce qu'on peut parler des financements FEDER, qui sont des fois plus des problématiques pour les associations qui les reçoivent qu'une vraie solution, mais ne serait-ce que pouvoir créer une association européenne, c'est toujours pas possible. Et donc d'avoir ce moteur d'idées, ce moteur d'engagement, puisqu'il ne faut plus dire de militantisme, ce moteur d'engagement au niveau européen, c'est pas possible. Il faut avoir chacun dans chaque pays une association locale, plus peut-être une fédération internationale dans un pays. Il faudrait qu'on ait une association européenne, il faudrait qu'on ait une mutuelle européenne, il faudrait qu'on ait une fondation européenne. Là actuellement, les seules formes supranationales, c'est la société commerciale, la société coopérative européenne, bon, qui n'est pas vraiment un truc très efficient, et puis les groupements d'intérêt économique européens.
Voilà, il y a 3 structures qui existent au niveau européen, supranational. On aimerait bien à un moment donné qu'il y ait au moins une forme vraiment accessible sans capital, parce que la société coopérative ou un capital, une association ou une fondation qui puisse permettre de faire des choses au-delà des frontières et de fédérer vraiment les Européens pour des projets qui seront environnementaux, sociaux, même politiques. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait cet engagement-là. Je ne pense pas. On a juste les listes, mais si on va regarder les programmes, je ne suis pas sûr que ça soit une vraie priorité des futurs candidats aux élections européennes. Mais regardez-le avant de voter. Je voulais juste rajouter un petit commentaire sur la différence entre la RSE et l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Aujourd'hui, c'est hybridé dans tous les sens, donc c'est compliqué. La RSE, à l'origine, c'est des entreprises capitalistiques qui avaient des impacts négatifs sur l'environnement et qui ont choisi d'essayer de trouver des solutions pour les gommer. Très très bien, pas de souci. L'économie sociale et solidaire, c'est totalement différent. Ce sont des structures qui ont été créées pour répondre à un objectif sociétal. Et toute l'activité de la structure est vouée sur cet objectif sociétal. Donc idéologiquement, elles n'ont pas été créées sur les mêmes finalités. C'est pour ça, quand on parle d'hybridation économie sociale et solidaire et RSE, si on ne connaît pas trop l'historique de ces enjeux, de ces courants de pensée, entre guillemets, on ne comprend pas pourquoi il y a un débat. Mais quand vous êtes par exemple, en tant que président, j'adopte un projet, je suis une association, on va faire un petit peu de service civique, un peu de contrat aidé, on va avoir 50% des porteurs de projets qui sont au niveau des minima sociaux, on est associatif et tout ce qu'on fait, c'est pour faire du social. Et en face, vous avez des entreprises capitalistiques qui vont être sous statut entrepreneuriat social, donc qui font partie de l'ESS aujourd'hui et qui vont ouvrir leur capital avec des fonds d'investissement, on appelle ça des fonds vautours en économie. Se comparer, en fait, non, on n'est pas comparable. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne fait pas la même chose. Il faut faire très attention parce que quand auprès du grand public, on mélange tout, à la fin, quand on dit « vous avez vu, on est merveilleux », il va nous répondre « oui, comme tout le monde », donc finalement comme personne. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut faire attention sur ce qu'on dit, il ne faut pas mentir aux citoyens, et il faut être très carré. Quand on fait du social, on fait du social. Quand on fait l'activité marchande, on fait l'activité marchande. On peut un peu hybrider tout ça, mais il faut faire attention sur notre communication parce qu'à la fin, on devient pas du tout crédible par rapport aux enjeux qu'on peut avoir. On va passer à la 3e question. On voulait un thème un petit peu différent qui fait aussi le lien avec l'une des tables rondes qui a eu lieu cet après-midi pour parler un petit peu toujours d'avenir, mais cette fois en termes d'emploi. On parlait de recrutement aussi en introduction tout à l'heure. La 3e question, c'est pourquoi et comment finalement inciter les professionnels, les jeunes professionnels à s'orienter vers l'économie sociale et solidaire. Oui, alors là, je suis beaucoup plus à l'aise. Là, je suis beaucoup plus à l'aise que la question 2. Tout simplement, j'allais dire, donner du sens à sa vie. Tout simplement, le matin, quand on se lève, avoir un but, d'accord. Je crois que c'est ça le plus important. Alors, on en parlait aussi, on en parlait avec Marie. Là, je m'adresse à vous tous. Aujourd'hui, il n'y a pas que les grands groupes aujourd'hui qui sont économie solidaire et sociale, qui font aussi de la RSE. Les TPE, PME aujourd'hui sont intéressés aujourd'hui par cette démarche. Alors, je sais qu'on est c'est mieux d'aller dans tel grand groupe ou tel autre grand groupe, mais aujourd'hui, il y a peut-être aussi un intérêt aujourd'hui à venir dans les TPE, PME pour être confronté, on va dire, au quotidien, pour pouvoir s'apercevoir aujourd'hui de la difficulté aujourd'hui à mettre ça en place, de le mettre en pratique. Donc si je m'adresse à vous, si vous cherchez, on va dire, un job et si vous cherchez des stages, je veux dire, vous pouvez aujourd'hui, les TPE, PME aujourd'hui sont intéressés en tout cas par vos candidatures. Voilà. Je reviens. Alors il y a un mot aussi moi qui est un peu barbare, c'est la sérendipité. Le hasard des rencontres. Le hasard des rencontres. C'est quelque chose de formidable. Dans l'économie solidaire et sociale, je peux vous assurer qu'en laissant une liberté aujourd'hui de management, d'être, etc., on découvre des compétences, on découvre des savoir-faire inimaginables.
Et je peux vous dire vraiment que ça nous booste vraiment, ça nous oblige à aller de l'avant. On parlait d'innovation tout à l'heure. C'est quelque chose de formidable que vous ne retrouverez peut-être pas dans un grand groupe. Moi, j'ajouterais que quand j'ai fini mon Master 2 en ESS, à l'époque, on annonçait près de 200 000 départs à la retraite, avec pas mal de postes vacants, un besoin de compétences, un besoin de personnel qualifié pour venir mettre en œuvre des projets. Donc déjà, il y a de la place. Et ensuite, comme il l'a dit, c'est des postes où vous allez être où vous allez avoir pas mal de marge de manœuvre parce que vous n'allez pas faire qu'un seul poste. Par exemple, moi, mon poste aujourd'hui, on n'a pas trouvé de code ROM pour pouvoir le marquer puisque je fais du partenariat, je fais de l'accompagnement, je fais de la formation, je vais faire de la sensibilisation. C'est hyper enrichissant. En 3 ans, on monte en compétences assez rapidement, on apprend sur plein de choses, on apprend à faire des supports, on apprend à mieux parler en public, on apprend à aller parler avec des gens, négocier. Donc ce qui est intéressant aussi dans les postes, dans l'économie sociale et solidaire, c'est que vous n'êtes pas enclavé dans une seule filière, dans une seule spécialisation. Vous n'êtes pas juste chargé de communication à faire de la communication d'une entreprise. Vous faites de la représentation, vous allez parler avec des gens et vous faites les supports. Parfois, ça peut aussi être compliqué ou complexe à gérer en tant que salarié, mais en tout cas, vous allez beaucoup apprendre en travaillant dans l'économie sociale et solidaire, du sens, de la diversité et puis beaucoup de marge de manœuvre. Je pense que ça peut être aussi quelque chose qui peut vous attirer. Donc pour compléter, et là vous voyez tout de suite l'engagement et le volontarisme des acteurs de l'ESS lorsqu'ils parlent de leur quotidien. Alors un commentaire sur la situation de l'emploi et puis quelque chose d'un peu plus personnel pour vous expliquer très rapidement mon parcours. Donc le secteur de l'économie sociale et solidaire se professionnalise. On est loin de l'amateurisme qu'on pouvait rencontrer il y a 15-20 ans. C'est toujours des usines à innovation sociale, l'économie sociale et solidaire, mais alors avec des méthodes de fonctionnement, de management qui n'ont rien à envier aux entreprises dites classiques, je veux dire, parce que les exigences des financeurs publics, les exigences des financeurs privés, les mécènes, il faut de la traçabilité, il faut de la cohérence, il faut du retour entre guillemets social sur investissement. Donc on n'est plus du tout dans la générosité gratuite et puis comme ça on se donne bonne conscience, on donne et puis après on regarde pas ce qui se passe. Non, il y a du reporting, il y a vraiment... Et donc du coup, il y a une vraie professionnalisation depuis une quinzaine d'années de l'économie sociale et solidaire. Et je pense qu'on va encore aller vers ça. Et ça crée aussi de l'innovation aussi à ce titre-là. Donc voilà, il y a des choses vraiment très intéressantes à faire. Il y a de l'emploi, parce que on crée des postes qui n'existaient pas encore maintenant. Ce secteur se restructure, il y a énormément de fusions entre les différents acteurs. Donc on a maintenant des gros mastodontes de l'économie sociale et solidaire. C'est un bien, c'est un mal, je ne sais pas. Mais vous avez des associations que j'accompagne qui ont 1500 équivalents temps plein en tant que salariés. Donc c'est pas du tout des petites structures qui jouent des joueurs de pétanque, comme on dit souvent à propos du secteur associatif. C'est des vraies grosses PME, voire même structures intermédiaires de l'économie et des vrais poumons économiques pour des régions ou des départements ou des villes. Juste voilà, donc allez-y, il y a vraiment de la place, c'est très intéressant. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par mes collègues entre guillemets de ce jour. Juste vous dire mon expérience personnelle. Donc quand j'ai commencé, moi j'ai fait une école, la faculté de droit, j'ai fait un DJCE et je suis rentré dans un gros cabinet d'affaires français. Et mon rôle au tout quotidien, c'était de faire des FUSAC, des fusions-acquisitions. Et un jour, puisque j'étais entre Paris et Luxembourg, donc j'étais dans le plus gros cabinet de droit français, Gilles Lorette Noël, une grosse ruche avec 500 avocats à Paris qui bourdonnaient tout le temps, le soir, le week-end. C'était un vrai truc assez intéressant. Et un week-end, j'étais sur Luxembourg, et comme souvent à Luxembourg, il fait pas beau, et je me retrouve dans un centre commercial assez tôt, et je vais dans un magasin pour acheter une cravate. Je me souviens que c'était une cravate, parce que j'ai besoin d'une cravate, ça peut arriver, même un samedi matin, et c'était un magasin un peu particulier, vous le verrez, et quand je rentre dans le magasin, drôle d'ambiance. Vraiment drôle d'ambiance, les gens sont vides, de regard vide. Et je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui a dû avoir un accident, ou voilà. Et en fait, j'étais chez Marks & Spencer, et je pose la question à la caissière. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une drôle d'ambiance aujourd'hui. En fait, on a appris hier par mail que dans un mois, il n'y a plus de magasin. On est viré. Parce que Marks & Spencer a décidé de tout rapatrier en Angleterre. Alors, ils sont revenus depuis, ça c'est le yo-yo, mais d'un seul coup, ils ont fermé tous leurs magasins en dehors de l'Angleterre. Et donc, elle dit, voilà, dans un mois, on est au chômage.
Donc ça s'est mal passé après parce qu'il y a un droit du travail aussi au Luxembourg, hein, qu'avaient peut-être oublié les avocats. Mais moi je me suis dit, à Londres ou ailleurs, il y a un petit Wilfried Menet hein, qui est dans son bureau et qui fait des FUSAC. Et puis quand il fait des FUSAC, il se dit, bah voilà, il va optimiser quelque chose, mais au bout du bout, il ne va pas voir cette caissière au regard vide qui se pose la question, qu'est-ce que je vais devenir dans un mois? Donc pendant des années, quand j'ai continué toujours à travailler pour Gilles Loiret et puis d'autres cabinets anglo-saxons, j'avais dans mon bureau un cadre où il y avait un sachet Marks & Spencer. Donc c'était dans mon bureau, tout le monde me demandait, mais qu'est-ce que tu fous avec ce sachet Marks & Spencer? T'es nostalgique ou... Non, je dis, je suis juste... c'est ma borne, à moi. Le truc n'a pas dépassé et la question à se poser. Puis grâce à mes rencontres, j'ai pu à un moment donné commencer à travailler dans l'économie sociale et solidaire, 10, 20, 30, 50, 110, 120% maintenant. Et du coup maintenant le cadre, je l'ai rangé puisque j'en ai plus besoin, puisque je suis dans l'économie sociale et solidaire. Mais voilà, à un moment donné, il y a un sens à donner à sa vie, comme vous le disiez justement. Et il ne faut pas faire quelque chose qui soit à contre-courant et à contre-cœur, parce qu'à un moment donné, ça se paye très cher en santé ou autre. Donc voilà, il faut s'écouter, et si vous avez une appétence, si vous sentez que vous avez quelque chose qui vous fait vibrer autrement que les valeurs capitalistiques classiques qui sont aussi pas contestables, il ne faut pas hésiter. Et surtout pas manquer le coche, parce qu'après on peut le regretter. Voilà, merci. Peut-être mettre en avant que des structures de l'économie sociale et solidaire versent des salaires très confortables aussi. Moi, je vois mes copains mutualistes, voilà, ça va. Ou sinon, je travaille aussi dans une école de commerce sous statut associatif, donc je fais partie de l'économie sociale et solidaire. Et vous le dites pas à mon responsable, mais je gagne bien ma vie aussi. Donc ça, c'est fini aussi, quoi. C'est fini. Il y a comme des structures qui sont un peu précaires aussi, il faut pas rêver, mais pas que de l'ESS, il y a aussi dans l'activité classique. Mais aujourd'hui, la professionnalisation de l'économie sociale et solidaire fait qu'aujourd'hui, on est obligé, heureusement aussi, d'avoir des gens compétents. Et pour avoir des compétences, on est obligé de les payer correctement. Moi, ma directrice que j'ai depuis 4 ans, tous les ans, je augmente un peu. Elle me dit, pourquoi tu fais ça? Je demande pas. Je dis, je veux pas que tu partes. Donc pour pas que tu partes, je préfère payer plus cher. Comme ça, parce que c'est bien d'avoir des valeurs, mais si on a des valeurs et à la fin du mois, c'est compliqué, c'est plus des valeurs, ça. Ça s'appelle un peu des formes, voilà. Donc voilà, il y a quand même des très belles structures qui fonctionnent très bien. Et là aussi, ça peut être intéressant pour des débuts de carrière. Ou par exemple, tu parlais de ton cas personnel. Moi, j'ai intégré donc Subdeco La Rochelle il y a à peu près 2 ans. Et on m'a recruté par les compétences que j'ai développées sur mes engagements en économie sociale et solidaire. Je fais de la finance solidaire, ils m'ont recruté pour ça. Je suis investi dans l'association, tout ce qui est réseau entrepreneuriat en Nouvelle-Aquitaine, je suis à fond avec eux. Et on m'a recruté pour ça, pour mes engagements bénévoles et puis finalement pour mon profil enseignant-chercheur classique. Donc là aussi, il y a des profils hyper intéressants à pouvoir développer, ainsi de suite, donc il ne faut pas hésiter. Merci à tous pour vos témoignages. Je vous propose de vous donner la parole à vous dans la salle pour des questions que vous voudriez poser à nos intervenants ce soir. Je me demandais en fait si dans le concept d'économie sociale et solidaire, ce n'est pas trop pénible. Si on n'aurait pas fallu l'appeler finalement gestion en fait, sociale et solidaire. Finalement, c'était une réflexion que j'ai parce que très longtemps, je suis engagé dans le secteur associatif, ça fait maintenant 40 ans. Et je me dis finalement, et c'est vrai que je partage le point de vue de ce que vous avez dit, dans le sens qu'on n'en parlait pas, ça existait depuis très longtemps, l'économie sociale et solidaire. Ceci dit, moi je ne mettrais quand même pas du tout sur le même niveau, on va dire certaines structures, vous voyez, comme par exemple des caisses coopératives dans le domaine bancaire, vous voyez, ou par exemple des mutuelles, qui ont un fonctionnement, à mon avis, qui est quand même autrement différent que des structures. Le problème de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on ramasse beaucoup de choses. Et que, entre l'association de quartier qui est dans ce champ-là, vous voyez, qui rencontre finalement des difficultés, avec effectivement des groupes mutualistes, effectivement, qui vivent eux par contre très très bien, on n'est pas du tout sur le même monde. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs qu'on soit sur les mêmes valeurs. Une fois qu'on a retiré le principe un homme, une femme égale une voix à l'Assemblée générale, finalement on s'aperçoit que ceux qui dirigent, c'est une technostructure au centre de Galbraith, et puis en fait on est très très éloigné des concepts. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Ça mérite des votes, je sais pas. Après, une SARL classique, avec une gestion non pas paternaliste, mais quelqu'un qui est très humain aussi, ouais. On n'aura aucune envie de le classer ESS, ça restera capitalistique. Donc c'est le problème des étiquettes et des tiroirs, hein, c'est qu'à un moment donné, voilà. Mais gestion de l'économie sociale et solidaire, je ne sais pas. Vous avez quand même un objet social
mutuelle, coopérative, association, au moins il y a un objet social. Oui. Donc c'est normal qu'on soit par exemple une grosse mutuelle, une association de quartier. C'est des bénéfices aussi. Voilà, les enjeux ne sont pas les mêmes, mais il y a quand même un objet social qui dit qu'à un moment donné, on remet tous au pot pour un projet social et pas pour un actionnaire qui est à l'autre bout du monde. Quand même Au moins c'est déjà pas mal. Après je suis d'accord avec vous, il y a une diversité. Des fois c'est des faiblesses parce qu'on a du mal à s'entendre. Des fois c'est une force aussi. Parce que moi je suis très content d'avoir des mutuelles qui fonctionnent bien parce qu'elles ont des fondations qui sont assez sympas. Comme ça elles donnent un peu d'argent à des associations. Donc voilà. Mais c'est un vrai débat, mais je pense que c'est bien d'avoir une diversité d'acteurs. C'est bien. Avec toutes les contraintes que ça peut. Le 14 qui a été voulu porté par Benoît Hamon, il n'y avait pas une forme d'ambiguïté, en ce sens qu'on a voulu finalement donner un corpus, en quelque sorte, en ramassant et en ratissant large. Et finalement, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu cette loi, on a une telle diversité que parfois on a même. Enfin, c'est pas ça de dire quelle structure est rattachée au champ de l'ESS. Alors là, l'enjeu, c'était pas au niveau national, c'était au niveau européen. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. La contrainte qu'on a, c'est comme nos statuts de l'économie sociale et solidaire ont été créés par rapport à l'histoire de chaque territoire. Chaque pays, par exemple, le statut associatif, loi 1901 en France, est spécifique, et ainsi de suite. Et dès qu'on va avoir des dynamiques européennes, c'est compliqué parce qu'on n'a pas des équivalents de statut, entre guillemets. Et donc, en fait, la loi de 2014 de Benoît Hamon a voulu essayer de ratisser, surtout pour essayer d'avoir une homogénéité au niveau européen. Ce qui pose souci peut-être au niveau local parce qu'on dit qu'est-ce qu'il a fait. Mais à un moment donné, on sait que les débats sociétaux, au moins environnementaux à minimum, mais aussi social, quand on voit tout ce qui se passe au sein de l'Union européenne, se passeront au niveau de l'Union européenne. Et si on fait croire aux citoyens que c'est pas vrai, c'est leur mentir un petit peu. Donc c'était surtout pour ça qu'on a fait ça, et c'est l'influence anglo-saxonne, donc surtout les Anglais, qui ont poussé entre guillemets à ça. Bon là ils sont en train de sortir, je pense que ce sera plus simple sur certains aspects de l'économie sociale et solidaire, mais l'enjeu il est au niveau européen. Mais je suis d'accord avec vous, après au niveau local, en termes de proximité, c'est compliqué à expliquer, sauf que si on n'est pas capable d'avoir des dynamiques au niveau de l'économie sociale et solidaire, au niveau européen, il y a des coches qu'on va louper. Donc, je ne vais pas tout seul poser des questions, mais c'est vrai que je me faisais cette remarque en me disant qu'il y a certaines modifications qui s'opèrent. C'est vrai que dans la professionnalisation, je fais des cours déjà depuis quelques années en fait, de comptabilité associative, donc en master 2 d'économie sociale, des entreprises de l'économie sociale et solidaire à Vincent. Et c'est vrai que je me rends compte que, on va dire, à travers, j'ai essentiellement des étudiants qui ont un parcours finalement de type gestion des ressources humaines. Et c'est vrai que quand on aborde les aspects de financement, d'hybridation des ressources, je me rends compte qu'effectivement, il y a une nécessité que le secteur en fait évolue, notamment parce que, effectivement, je dis souvent que ce secteur ne peut plus survivre que s'il a une logique en fait de production de résultats à un moment donné. C'est clair. Si j'ai pas au moins une logique d'équilibre financier, je ne vais pas en sortir. Il ne faut pas être dupe, on est quand même sur un secteur. Mais ça veut dire aussi que, comme on est souvent sur des structures qui sollicitent beaucoup de financement public, il y a une consommation de ressources phénoménale par rapport à ça. Ça peut instruire des dossiers, ça prend du temps. Au détriment d'autres choses, presque. Oui, alors. Non, alors c'est vrai qu'on n'a rien d'une mutuelle ou d'une fondation, on ne joue pas dans la même cour, c'est clair, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, on répond nous aussi à des appels à projets, d'accord, mais sans scrupule vis-à-vis de notre taille, vis-à-vis du nombre de personnes, et, enfin, on répond. Et je trouve que c'est une bonne chose quand même. C'est une bonne chose parce que ça nous oblige à nous professionnaliser. Ça nous oblige, vraiment, ça nous tire vers le haut. Ça nous oblige à être, on l'a dit, enfin sur les valeurs, etc. Ça nous oblige à être innovants. Alors, en termes de temps, je suis d'accord. Je l'ai fait une fois, j'ai répondu à un appel à projet européen. C'est pas 100 000 euros qu'il faut demander, c'est plusieurs millions. Parce que, non, mais je veux dire, sinon, le temps qu'on passe pour remplir le dossier, ça n'a aucun intérêt de demander 100 000 euros. Voilà, oui, puis avec le reporting, etc. Donc c'est vrai que je l'ai fait une fois. Ça m'a permis quand même de structurer une réponse, de voir nos points d'amélioration. Et je trouve que c'est quand même une bonne chose. C'est une expérience. Et par exemple, on nous a... Bon, bien sûr qu'on n'a pas été retenu, mais du coup, on est quand même dans le circuit. Et il y a des appels à projets plus, on va dire, plus modestes, du coup. Et comme on est dans le circuit, ces appels à projets, en fait, on nous les communique aujourd'hui. Et comme on a pris l'habitude de répondre à des projets un peu plus importants, ça nous donne l'occasion,
peut-être de remporter justement des appels à projets plus modestes et plus par rapport à notre, à notre taille d'entreprise. Voilà. Moi, je compléterais sur la dépendance au financement public. Excuse-moi. La dépendance au financement public, hein, l'imposition des Français aujourd'hui, un ménage moyen, c'est 50 à 55% d'imposition en France. On n'a jamais payé autant d'impôts. Donc moi, j'ai pas honte de demander de l'argent public en termes de subventions. Mais les boîtes privées, avec les déductions fiscales qu'elles peuvent avoir, il y a quand même 1 ou 2 ans, moins 50 milliards sur les charges sociales des boîtes capitalistiques. Elles aussi, elles vont en chercher. Alors, pas sous forme de subvention, mais sous forme de défiscalisation. Donc moi, j'ai pas honte là-dessus. Après, par contre, aujourd'hui, quand on me dit vous demandez une subvention, en gros, vous dilapidez l'argent public, je peux vous dire que moi, j'ai plus aucune subvention sur 3-4 ans, c'est tous les ans, à part le financement européen. Mais le financement européen, on dépose des dossiers, 1 an après, on sait si on est pris ou pas, mais il a fallu commencer à dépenser l'argent, et souvent, c'est sur 3 ans. Donc il faut tout dépenser, et au bout de 3 ans, on nous dit si c'est OK ou pas, et si c'est pas OK, on n'est pas remboursé. Il y a plein de structures associatives qui ont cramé à cause de ça. Donc la subvention publique, aujourd'hui, moi, je préfère travailler avec des acteurs privés. Hein. C'est beaucoup moins embêtant. Mais par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, pour nos idéaux aussi de changement de société, ne pas associer une collectivité publique, ça pose aussi souci. Donc c'est quand même bien de les avoir avec nous, parce qu'on va co-construire aussi avec eux. Mais moi, j'ai pas honte d'aller chercher de l'argent public. Et au contraire. Je crois que c'est une nécessité à un moment donné pour amorcer la pompe. Tout à fait. Alors maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut trouver le financement privé. Et puis on a 20-30%, et puis après on va aller voir en disant vous avez vu, j'ai déjà un peu d'argent, j'y vais. Et puis on dit ouais, peut-être pas, mais c'est pas grave, j'y vais sans toi, t'inquiète pas. Ah, t'y vas sans moi, et hop, c'est comme ça qu'on arrive à les avoir. Bon, vous gardez pas ça, mais. Oui, madame. Je suis avec beaucoup d'intérêt dans cette intervention. Et effectivement, l'économie solidaire dans nos pays de l'Afrique subsaharienne, moi je viens d'Afrique, c'est une alternative au déficit de gouvernance politique. Nous évoluons dans des écosystèmes qui sont très, très vulnérables. On n'a pas de moyens, on n'a pas de soutien venant de la part de nos responsables politiques, au point où on a fini par développer, je dirais, des actions volontaires, délibérées, qui sont très, très informelles. Et je peux citer l'exemple des tontines populaires, voilà, qui sont, je dirais, les tontines populaires, je dirais, sont très vulgarisées dans nos pays, que ce soit les Guinéens, la Côte d'Ivoire, au Cameroun et tout. Et comment ça se passe généralement, c'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble, qui peuvent cotiser un certain montant, et chaque mois on remet le montant global à une personne qui doit développer une activité. Donc je veux dire qu'on n'a pas envie de développer cette notion avec se développe ici, mais depuis longtemps dans nos pratiques quotidiennes, dans nos usages, nous faisons de l'économie solidaire compte tenu, je dirais, de ce déficit, n'est-ce pas, de gouvernance au niveau de nos pouvoirs publics. Donc c'est cette contribution-là que je vais apporter. Merci. Monsieur. Une partie de l'économie sociale et solidaire repose aussi sur les salariés, mais il y a aussi pas mal de bénévoles qui les aident. Est-ce qu'on a quelque part une valorisation de l'apport de ces gens-là, en termes économiques, en termes de nombre, en termes de valeur ajoutée, ou même en termes de création économique créée? Il me semble que la Grèce, non. Non, vous ne valorisez pas? Non, mais du tout. Avant de mettre en cause la Grèce, parce que. En valeur, pas en cause. En valeur. Non, mais c'est un vrai débat. La valeur ajoutée des bénévoles, c'est un vrai débat, parce qu'une association. Une association n'a pas de capital social. Hein. Son capital social, c'est l'engagement. Et donc les bénévoles, c'est la vraie valeur d'une association. Donc depuis pas mal d'années, il y a une évolution des normes comptables, et notamment la possibilité en annexe des comptes annuels de pouvoir valoriser les bénévoles, mais sous la base, une fois de plus, du volontariat. Et il y a plein d'associations qui ne le font pas, en fait. Donc elles ne valorisent pas le coût de leurs bénévoles, alors qu'elles auraient tout intérêt à le faire, ne serait-ce qu'après pour
aller voir des banquiers, pour aller voir des partenaires, pour aller voir des financeurs publics, dire ben voilà, j'ai tant de bénévoles, ça a telle valeur. Alors après, il y a des règles pour déterminer ce que vaut, entre guillemets, c'est un peu bizarre de dire ça, un bénévole. Eh ben, elles sont biaisées puisque du coup, comme il n'y a pas d'obligation de le faire, il y a seulement certaines structures qui le font, donc on a des indications, des indicateurs, mais on n'a pas une vision globale du bénévolat ou du volontariat associatif en France. Mais je voulais peut-être... Sur le bénévolat, quand tout à l'heure je vous disais il nous fallait souvent 20-30% d'autofinancement, souvent on a valorisé nos bénévoles pour permettre de dire regardez, on se débrouille un peu tout seul, on trouve un peu l'autofinancement en plus du bénévolat, et c'est comme ça qu'on a été chercher du cofinancement public. Le problème, alors je trouve que c'est très bien, puis aujourd'hui on peut le mettre dans les comptes, il n'y a pas de souci, sauf qu'aujourd'hui dès qu'on va toucher du financement public, notamment au financement européen, sur le suivi du bénévolat, ils vous demandent des trucs de fou. Comme moi, mon bénévolat, quand on fait des trucs tout simples, entre guillemets, il faut que je signe des fiches de présence à chaque fois que je vois quelqu'un, il faut que je sorte tous mes agendas pour justifier que j'ai fait ça, ça et ça. Quand on le valorise à un certain coût horaire, on met le SMIC parce qu'on est sympa, ils m'ont demandé de justifier avec mes fiches de paye que je ne volais pas, est-ce que j'étais plus ou moins payé dans mon institution, quoi, celle où je gagne de l'argent. J'ai dit mais vous vous rendez compte qu'un prof en école de commerce touche plus que quelqu'un au SMIC, j'ai dû les sortir, donc ma directrice connaît tous mes salaires, et à la fin, comme je passais trop de temps, ils m'ont demandé que mon employeur principal soit d'accord avec le fait que je sois engagé sur du bénévolat alors que c'est à titre privé. Donc c'est pour ça, c'est important de le valoriser, mais derrière, l'impact que ça a aujourd'hui sur des financeurs publics qui vous contrôlent à fond fait que il y en a plein en termes de valorisation qui vont vous dire c'est même pas la peine. Donner son salaire dans une association aujourd'hui, c'est pas concevable, on peut pas demander à un bénévole de valoriser ça. Donc on est un peu entre les deux en disant oui c'est important, faut le valoriser parce que c'est des gens entre guillemets qui ont passé du temps, qui ont des compétences, ainsi de suite. Mais aujourd'hui on est tellement sur des dynamiques très administrées aujourd'hui qu'il y a un coût de gestion du bénévole qui devient aussi compliqué. Donc on est en crise du bénévolat à cause de tout ça. Une autre question? On va peut-être payer les bénévoles en fait, ça simplifierait en fait. Ça simplifierait, oui, ça devient des salariés. Est-ce qu'on a une autre question? Nous qui sommes étudiants, quels sont les canaux principaux de recrutement des personnes pour le début de la SES, par exemple? Des sites spécialisés. Alors vous avez l'APEC qui publie pas mal d'offres. Vous avez aussi l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale, il me semble, et solidaire. Et sinon, vous avez aussi chaque site internet, chaque employeur qui essaie de publier sur son site internet ou de faire des publications sur Facebook le plus souvent. La CRES. Et la CRES aussi, voilà, bien sûr. La CRES aussi qui publie les offres. Voilà. Et puis sinon, ça marche beaucoup par réseau aussi. Si vous avez envie de vous engager en tant que salarié dans l'économie sociale et solidaire, n'hésitez pas à aller aux AG, aller rencontrer les gens et puis même faire un petit mail et demander un rendez-vous. Souvent, ça passe par le réseau. Ouais, des réseaux, et puis des réseaux des fois même qu'on ne soupçonne pas, par exemple le réseau bancaire des banques coopératives qui sont des grosses mastodontes, mais dans une banque coopérative, contrairement aux autres banques, il y a quand même des volontaires, des bénévoles, et là aussi c'est généralement ceux qui sont, je prends la caisse d'épargne par exemple, où il y a un comité d'orientation stratégique, le véritable dirigeant entre guillemets d'une caisse d'épargne, c'est ces élus-là, qui sont élus par les caisses locales. Il y a souvent des membres, des dirigeants d'associations, donc c'est vraiment des viviers pour avoir de l'information et connaître un peu la situation de l'emploi dans vos localités. Oui. Tu veux dire quelque chose? C'est plus rapide que moi. Oui, juste pour vous donner des bonnes nouvelles, pour vous dire qu'on vous recrute et qu'on vous attend. Donc moi je suis Thibaut Pourbet, je suis chef de projet à la CRESPACA, donc la Chambre régionale des entreprises de SS, le logo bleu. Donc aujourd'hui nos adhérents, je suis sur notre page de notre site internet, donc on recrute un chargé d'accompagnement à la création d'entreprise, on recrute un responsable de programme Fabrique à Initiative à Nice. Un autre de nos adhérents recrute du secrétariat de rédaction webmaster à Avignon. On recrute un chef de projet en formation et prestations sur des politiques de petite enfance. On recrute un directeur de centre social, 40 salariés.
On recrute des responsables de secteur jeunesse à Toulon. On recrute un directeur de centre de vacances, 70 salariés. On recrute un coordonnateur, coordinatrice d'activité jeunesse. On recrute un directeur d'un programme local d'insertion et d'insertion. Ou une directrice. On recrute un chef de projet secteur tourisme et patrimoine. Voilà. Et là, j'ai regardé que la première des 10 pages de nos offres d'emploi actuelles des adhérents de la CRESPACA. Donc, on recrute des profils cadres, des profils cadres dirigeants, des profils directeurs, directrices, etc. En fait, on vous recrute, vous, dès que vous avez votre diplôme, en fait. Voilà. Ou même avant. Voilà. D'autres questions? Je pense que... un mot à ajouter? C'est moi, d'accord. Alors le mot, allez-y, n'ayez pas peur. Peut-être que c'est différent par rapport au schéma que vous avez pu connaître, sur lesquels vous avez étudié, mais vous ne serez pas déçus. Et le fait de le dire, moi tous les matins, je me lève et je vais travailler pour rencontrer des secteurs de l'économie sociale, enfin des différents acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ça peut être un matin une structure culturelle, ça peut être quelque chose dans le handicap, ça peut être du médico-social, ça peut être même du cultuel, parce que les cultes ont aussi des activités économiques. Enfin, il y a une diversité qui est incroyable. Et en fait, quand vous rentrez dans l'économie sociale et solidaire, vous rentrez dans une diversité enrichissante. Et vous pouvez faire une carrière dans l'économie sociale et solidaire en changeant plusieurs fois dans votre parcours de secteur d'activité, d'environnement économique, mais en restant avec ces mêmes valeurs et ces mêmes principes. Et franchement, ça vaut le coup de vivre ça. Moi, j'ai pas regretté une seule seconde d'avoir changé, de braquer entre guillemets, d'être allé vers cette économie-là. Donc, je vous incite vivement à le faire, si vous avez envie, bien sûr. Donc, ce sera le mot de la fin. Donc. Ouais, super. C'était parfait.